Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Un plaisir d'être avec vous. Alors, merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous allons parler de panne de désir dans un couple. Un couple qui dure est-il condamné à vivre une crise du désir? Y a-t-il un moyen de contrecarrer la panne de désir? Comment? Que peut-on tenter, expérimenter? Le sentiment amoureux est-il viable sans sexe? Alors, pour tenter de trouver des réponses à toutes ces questions, nous avons réuni Audrey Morabito, sexologue, et l'autrice Brigitte Vaillancourt, qui nous parlera plus particulièrement du décloisonnement du désir. Bonjour Audrey Morabito. Bonjour. Alors bonjour Brigitte Vaillancourt. Bonjour. Alors merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Moi j'ai très hâte aussi d'écouter ce que vous nous aviez à dire. Mais par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de vous connaître un peu plus et de savoir un peu, comme Audrey, pourquoi vous avez choisi la carrière de sexologue. Et ensuite, Brigitte, pourquoi vous avez écrit un livre justement sur la panne du désir. Donc, alors, je vous écoute, Audrey. Oui, alors, j'ai choisi d'être sexologue un peu par hasard, ce que je veux dire par ça, ou par passion, Il y avait quelque chose qui m'appelait, en fait. J'étais dans un autre domaine complètement. Ça me comblait pas, je savais pas quoi faire. J'ai cherché tous les sites possibles des universités et je suis tombée sur la sexologie. Je savais pas que c'était un domaine. OK. Et je suis tombée en amour instantanément. Ah oui, d'accord. Oui, et j'ai adoré vraiment. Je me suis retournée vers la sexologie comme domaine d'études, comme carrière. Vraiment, je pense que j'aurais eu besoin de peut-être quelqu'un comme moi étant un peu plus jeune. J'avais beaucoup de questions auxquelles j'avais peu de réponses ou pas de très bonnes réponses. Alors, j'ai décidé de m'investir de ce côté-là. Oui. Puis alors, cette carrière est devenue une passion. Vous ne changerez pas de carrière, là? Non, pas du tout. J'adore. Ah, merci. Et vous, Brigitte, vous avez écrit le livre « Droit vers le soleil », paru chez Boréal, et puis qui est quand même assez récent, c'est 2023. Donc, alors, pourquoi avoir écrit ce livre? Mais dans le fond, à peu près comme mes autres romans et mes autres projets, il y a toujours quelque chose d'assez intime qui passe là, entre l'écriture et moi. Donc, celui-là, j'ai commencé à l'écrire il y a quelques années. Ça m'a pris du temps, mais puis au début, c'était une écriture qui était presque dans l'urgence, qui était très collée à ce que j'ai traversé autour de la quarantaine. Puis, ça brûlait, là. Chez mon sujet, là. J'étais habitée. Puis, c'est chouette parce que l'écriture, c'est aussi quelque chose qui c'est au long cours. Donc, cette espèce de pulsion, elle est devenue un travail, il y a eu une rigueur et tout, mais l'étincelle, c'est vraiment quelque chose de proche de moi. Oui. Alors dans ce livre-là, il y a quand même quelque chose d'assez proche. Ah oui. Même si ce sont des personnages fictifs. Oui. On peut dire ça. Mais, tu sais, dans le fond, je ne sais même pas si la question... tu sais, on y revient souvent, la part de réel, la part de fiction, mais... Tu sais, finalement, le geste d'écrire, c'est le geste d'écrire, tu sais, le vrai, le pas vrai, je sais pas. Après, il y a toutes sortes il y a un travail, puis ça devient un livre. Oui, mais, tout à fait. Tu sais, fiction, pas fiction, il y a des êtres très proches de moi qui sont dans le livre, puis il y en a d'autres qui ont été, tu sais, qui ont été complètement, je sais pas imaginaires, mais il y a une part de tout. De tout, oui. Alors là, c'est bien parce qu'on est en table ronde, puis j'adore ça parce que quelquefois, j'ai des invités au téléphone, mais là, on est ensemble. Oui. Donc, alors, si vous pouvez aussi vous interpeller. Okay. Donc, alors, pas de problème, on se sent à l'aise parce que c'est un sujet d'actualité aussi. Là, donc, alors, on va y aller. Alors, tout de suite, ma troisième question, c'est la sexologue Esther Perel
dans son populaire TED Talk, s'était posé la question suivante. Est-ce qu'on peut désirer ce que l'on a déjà? Alors, selon vous? Je sais un peu son positionnement Oui, par rapport à ça, oui, où oui. le désir vient vraiment s'inscrire dans l'absence de quelque chose. Oui. Alors, si quelque chose est présent régulièrement, le désir va s'estomper. C'est quand même une vision où on considère le désir purement comme une pulsion qui arrive spontanément. Puis on risque d'en parler peut-être un peu plus tard, mais c'est quand même une vision qu'on a beaucoup qui est véhiculée de on devrait avoir ce désir-là en nous envers les gens avec qui on a des relations, par exemple. C'est ça, oui. Alors, il y a une partie de réalité, je crois, là, qui colle à ce que je vois. Il y a une autre partie où j'ai peut-être une vision Une un vision peu différente. Et pour vous, Brigitte, si on a déjà, est-ce qu'on peut désirer quand même ce qu'on a déjà? Ben, oui et ou non. Je sais pas, je pense que dans le domaine du désir ou de la sexualité, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas juste une voie tracée. Il y a une pluralité de possibles, puis à des moments différents d'une vie aussi, à travers différentes personnes qui sont proches de nous. Donc, c'est ça, j'ai pas vraiment de réponse coulée dans le béton. C'est juste fluide, on dirait, ma réponse. puis selon vous, parce qu'on a l'auteur français Frédéric Beigbeder qui lui dit que l'amour dure 3 ans, le désir, il dure combien de temps? Selon vous, qu'est-ce qui explique une panne de désir? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer une panne de désir. Souvent, on voit un écart de désir ou une panne de désir, si c'est le terme qu'on veut utiliser, comme étant la source, la problématique à régler. C'est souvent un symptôme de difficulté, si on va parler, par exemple, au sein d'un couple. Donc, ça commence... La panne de désir peut survenir parce qu'il y a déjà quelques problèmes dans le couple. Oui, en fait, souvent, par exemple, en clinique, avec des clients, souvent, l'écart du désir ou une baisse de désir, peu importe, va subvenir à cause qu'il y a d'autres difficultés au sein du couple. Et c'est le symptôme le plus flagrant, car une baisse de désir équivaut souvent à une baisse de fréquence des relations sexuelles. Et ça, c'est concret. C'est quelque chose qu'on voit, qui est tangible, qu'on peut compter même, parce qu'il y a des gens qui font ça, compter. On peut compter. Des problématiques se sont installées insidieusement depuis très longtemps au sein d'une relation. C'est des fois plus difficile à identifier. Donc, ce serait comme des habitudes qu'on aurait pris dans le rythme sexuel parce qu'il y a toutes les obligations, les enfants. Donc, tout ça peut contribuer à la panne de désir. Oui. Est-ce que, Brigitte, vous avez... Oui, bien, en fait, tu sais, je me demande même s'il n'y a pas aussi, tu sais, même dans une période d'1 mois, il y a des pannes de désir, tu sais, comme femme, en tout cas, mais je sais que j'en rencontre mensuellement, là. Tu sais, il y a comme une période où mon désir, j'ai accès, là, c'est simple d'avoir accès à mon désir, puis là, tu sais, d'autres périodes où c'est presque inexistant, donc, tu sais, il y a quelque chose aussi, je pense, de cyclique ou même de normal dans cet état où on est moins dans notre corps ou dans l'envie de l'autre ou même de soi-même, je sais pas comment dire, là, tu sais, c'est pas... je vois pas ça comme quelque chose de, tu sais, au beau fixe. Puis c'est le fun d'être à l'écoute de ça aussi, tu sais, de la manière dont, ça va fluctuer. Puis, bon, après, tu sais, peut-être l'idée qu'on se fait d'une panne de désir, ça va souvent, tu sais, c'est souvent l'idée d'un couple qui dure, puis là, tout d'un coup, ben, la sexualité est plus ce qu'elle était, puis tout ça, mais tu sais, un peu, je suis tout à fait d'accord avec Audrey, là, tu sais, dans le fond, c'est comme une boîte, là, tu sais, tu soulèves le couvercle, ben, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là, tu sais? Puis, est-ce que, on parle de désir, de panne de désir, mais est-ce que, on parle aussi des fois de libido, ma libido est au maximum, est au minimum, ou bien, est-ce que ça a un lien?
En fait, la libido, c'est un terme que Freud... Oui, voilà. On voit la sexologue, là. Alors, en ce moment, on utilise plutôt le terme désir. Libido étant vraiment la définition, la pulsion sexuelle, la pulsion sexuelle associée plus à Freud. Alors, on va parler plutôt de désir. Il y a des gens qui vont l'utiliser interchangeablement. Il y en a d'autres qui vont parler vraiment la pulsion plus sexuelle pour la libido et le désir étant un peu plus fluide et qui va fluctuer dans le temps. OK. J'ai lu dans mes recherches pour cette émission, souvent dans la recherche d'un partenaire. Alors, il y a des gens qui vont comme choisir un partenaire avec la tête, c'est-à-dire, je vais choisir cette personne-là parce que ça me convient, parce que... donc, c'est purement, mental. On fait des associations ou bien des affinités, et puis c'est ça. Mais il y a d'autres fois, on va choisir aussi un partenaire en fonction de l'émotion que ce partenaire-là nous fait vivre, de l'attirance sexuelle et tout ça. Puis, est-ce que pour vous, selon cette différence, la panne de désir peut-être... Parce que dans un cas, est-ce que le désir est peut-être pas au début? Est-ce qu'il peut venir à la fin, pas à la fin, au moment où on est avec ce partenaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois pas avoir une réponse claire pour cette question. Il n'y a pas nécessairement de meilleure façon ou de critères pour choisir un partenaire. Souvent, au niveau du désir, ce qu'on va considérer comme la dynamique un peu plus sexuelle entre partenaires, c'est quelque chose qui s'établit quand même en début de relation, après la phase de lune de miel. On s'entend, et la phase de lune de miel, c'est... une toute autre chose vraiment isolée. Après cette phase-là, il va y avoir plus une routine peut-être qui va s'installer, qui va correspondre plus ou moins là, avec des fluctuations à cause des transitions de vie, peu importe. C'est ça. Mais d'avoir peu de désir, moins, ça se peut qu'avec la connexion, que le désir apparaît. Ça dépend vraiment c'est quoi les critères individuels. C'est ça. Par rapport au désir, là, qu'est-ce qui vient chercher la personne. Puis parfois aussi, ça peut être comme quelqu'un désire au niveau intellectuel, est attiré par une personne parce qu'on a un échange, etc. Puis ensuite, le désir peut venir. Peut-être le désir n'était pas là au départ. Brigitte? Ben, tu sais, en fait, je me demande s'il y a comme pas plusieurs personnes aussi. Oui. Est-ce que... tu sais, moi, je sais que je suis sortie d'une relation de couple qui a duré 20 ans, qui était vraiment assez traditionnelle, tu sais, même si peut-être on n'était pas traditionnels nous-mêmes, mais tu sais, c'était quand même le modèle standard, là, tu sais, avec les enfants, tout ça. Puis, tu sais, moi, ma séparation, elle a passé par plein de phases d'exploration, mais aussi, je trouve qu'au final, il y a eu quelque chose de beaucoup plus ouvert pour moi, tu sais, dans la manière dont je vais appréhender l'amour, puis tu sais, à là où j'en suis aujourd'hui, je vais pas... Il n'y a pas juste une personne qui va pouvoir répondre à tout, tu sais. Il y a l'érotisme au niveau de la pensée, au niveau du corps, au niveau du cœur. Il y a plein de formes aussi relationnelles, puis... je trouve ça le fun de sortir un petit peu du discours où l'âme sœur, tu sais, la personne qui comble tous nos désirs ou, tu sais, avec laquelle on est à la vie, à la mort, puis d'où ça vient aussi, cette espèce de pression de fou de vivre l'amour de cette façon-là. Et la fidélité aussi, tu sais, toutes nos conceptions autour de la fidélité, je trouve qu'elles sont vraiment ancrées dans quelque chose de super lourd, tu sais. Puis, ça irait un peu par là, ma réponse. On va en parler plus loin.
Je poursuis ma discussion avec Audrey Morabito, sexologue, et Brigitte Vaillancourt, autrice et professeure de yoga. Donc, alors, mesdames, maintenant, alors une question pour Audrey. Lorsqu'on est un couple est en panne de désir, est-ce que la thérapie de couple aide? Alors, je demande ça à la sexologue. Oui. Oui. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui font venir en thérapie individuelle. Oui. Alors, il y a quand même un travail qui peut être fait à ce niveau-là. C'est sûr que de venir en thérapie de couple peut être plus aidant pour avoir vraiment la dynamique de couple et bien adresser là, les difficultés qui peuvent venir. Donc, chacun des partenaires peut prendre un rendez-vous seul ou aussi où la thérapie, les deux ensemble, les deux se font? Oui, exactement. OK, d'accord. Puis, maintenant, on va aller au niveau des solutions. Okay. Alors, Brigitte, vous avez vécu l'expérience du couple ouvert. Puis j'aimerais ça vous entendre sur votre expérience, puis voir aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, votre couple était quoi, comment, et est-ce que ça a répondu aussi à vos attentes? Oui. Ben, c'est sûr que il y a, je veux dire, mon conjoint à l'époque, il y a eu plein de maladresses, parce que c'était un couple monogame, puis instaurer des nouvelles façons de faire si tard dans un parcours amoureux. En tout cas, c'est pas facile. C'est ça, oui. Ça peut même être périlleux, casse-gueule, puis mener à... Pour nous, ça a été un chemin vers la séparation, mais à travers ça, pour moi, ce qui était vraiment important, puis qui demeure important, c'était, en fait, ce qui était à la base de toute cette exploration, c'était, je voulais trouver une façon de continuer à aimer la personne, mais ça me convenait plus, il y a plein de choses qui ne me convenaient plus, j'avais beaucoup de désirs, j'étais vraiment une espèce de période d'exploration très forte, mais en même temps, il y avait de l'amour encore, puis finalement, c'est ça, ça a été maladroit, ça n'a pas été un grand succès, mais ça a quand même été un succès dans la mesure où on s'est séparés de manière très amicale et même d'une manière amoureuse, j'aurais envie de dire. Puis je trouve qu'on a été tellement bons, puis on a vraiment réussi ça. Puis, on reste une famille, même si on n'est pas sous le même toit. Il y a des nouvelles personnes dans nos vies respectivement, mais ces personnes-là font partie de la famille aussi. Il y a pas... moi, encore là, non, c'était plus avec Audrey, tantôt je disais ça, j'ai grandi dans les années 80, puis, mon Dieu, là, les séparations, en tout cas, celle de mes parents autour de moi, c'est souvent hostile, puis tout à fait. Avec des avocats, des ententes, je dis ça, en tout cas, compliquées, puis beaucoup d'hostilité, de haine de l'autre, enfin, pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de pas reproduire ça, de trouver d'autres manières à la fois de s'aimer et de se séparer et d'être une famille. Donc, ouais. Puis, est-ce que cette envie d'explorer, est-ce que vous l'avez eu, c'était 20 ans quand même de couple. Oui. Dans les débuts, est-ce que ça vous a quand même effleuré ou bien c'est à une période spécifique où vous vivez comme ce que Audrey disait, des difficultés dans le couple, ou est-ce que c'était déjà là dès le début? Bien, je trouve que c'est vraiment une bonne question, puis ça revient, on avait une petite discussion de corridor avec Audrey, dans le fond, puis c'est arrivé à, période de la quarantaine, une espèce de crise de la quarantaine, là. Mais plus que ça, je disais, moi, j'ai vécu tout mon éveil sexuel, mes premières expériences avec beaucoup d'espèces de discours, de pas vouloir être la fille facile. Oui, c'est ça. Qui a plein de partenaires, puis c'était facile de se faire coller une étiquette. Exactement. C'était très souffrant, cette étiquette-là. Puis je pense que si j'avais eu
adolescence-là, plus tard, ou avec plus d'ouverture autour de moi, peut-être que j'aurais fait des choix amoureux différents. Oui. Le choix du rôle traditionnel, du couple traditionnel, il y a eu aussi, il y a une histoire à ça, tu sais. Oui. Puis de vouloir perdurer aussi le modèle parental, le modèle de ce qu'on voyait, parce que quand on parle des années 80, on était aussi dans ça. On sortait aussi d'un truc religieux, là, de catholicisme, où vraiment c'était la monogamie et tout ça. Donc, c'est un peu hybride. On vient dans une évolution, mais on a tout le bagage éducationnel, culturel qui vient avec ça. Est-ce que lorsque vous avez décidé d'être un couple ouvert, est-ce que ça a été facile d'en discuter avec d'autres personnes que votre conjoint, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on cache au début? Moi, j'ai un petit côté provocateur, là. Oui! J'aime ça brasser les gens. Puis comme provoquer des discussions, c'était sortir aussi du tabou, sortir du secret. Donc, souvent, même mes enfants, ils disent que je parle trop, mais que je dis trop les choses. J'essaie de faire attention. Mais... ouais, pour moi, c'est aussi une prise de parole. C'est aussi une façon de brasser les gens ou de me brasser moi-même, là, tu sais, en l'occurrence. Mais, ouais, il y avait quelque chose de l'ordre de la parole puis du partage, puis aussi d'avoir du feedback des autres. Tu sais, c'est sûr, je pense que ça change vite, le discours autour des modèles de couple, des formes bien sûr. Mais il y a pas si longtemps, c'était encore comme... On regardait ça comme « ouh », tu sais, genre... c'était pas la grosse affaire. À la page 30 de votre livre « Droit vers le soleil », alors vous dites ceci, alors je vous dis parce qu'on a dit que c'était très proche. Oui. Alors, lui cacher mes aventures m'apparaît pire que d'éventuels remords. J'ai une envie absolue de vérité, de loyauté au sein de l'infidélité. Alors, j'ai bien aimé ça, puis je voulais vous entendre là-dessus parce que c'est très beau, j'ai bien compris, mais je voulais vous entendre. Ben ça, c'est comme une quête pour moi. Puis, tu sais, autant avec l'écriture, tu sais, c'est une écriture où je vais vers le réel, tu sais. Puis dans la vie, c'est ça aussi, dans mes relations amoureuses. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, d'abord avec soi, tu sais. Mais oui, j'ai cette envie de franchise, de transparence. Pour moi, là, c'est fort, mais c'est dur. C'est difficile, parce que les gens, ils ont peut-être pas tellement envie de tout savoir. Exactement, oui. Oui. Et puis aussi, ce que j'ai compris dans le livre, c'est que vous avez, même si que vous avez décidé d'être un couple ouvert, vous avez été la première à faire le pas. Oui. Hein? C'est ça. Donc, alors, c'était cette envie de ne pas lui cacher que vous aviez fait le premier pas. C'est ça. Ce qui était beaucoup plus fort. Oui. Donc, est-ce que... alors, lui, quand vous lui avez annoncé... Mais je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est parce que dans le couple ouvert, ou en tout cas, je sais pas, le couple ouvert, c'est comme une étiquette comme une autre, mais je veux dire, tu sais, il y a beaucoup de possibles, tu sais, puis dans le fond, ça peut être un truc, tu sais, d'exploration sexuelle, mais ça peut être aussi, tu sais, un truc de connexion, de chercher des liens avec les autres, tu sais, de sortir un peu de, tu sais, cette espèce de relation fusionnelle, tu sais, puis ça... Je pense que ça peut être déstabilisant plus que la sexualité. Pour certains, tu sais, ça peut être peut-être plus acceptable socialement de dire « Ah, t'as eu une aventure d'un soir. Ah, t'es parti en voyage, en voyage d'affaires. » C'est une espèce de cliché, là. Puis là, il y a eu ça. OK. Mais oui, mais si c'est plus dans le sens que c'est une vraie connexion qu'on cherche, une autre forme d'intimité, là, c'est une autre affaire. Puis... En tout cas, ça, c'est là où ça devenait déstabilisant. Et ce l'est encore, je pense, pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça. Puis vous, Audrey, avec l'expérience que vous avez avec les couples, c'est que l'infidélité, est-ce que ça vient encore dans les sujets, parce qu'on dit que c'est les sujets de la séparation, mais est-ce que ça vient encore comme un sujet? Parce que, pourquoi je dis ça, c'est que lorsqu'on parle d'ouverture de couple, donc les couples qui
vont vers là, est-ce qu'ils vous parlent quand même d'infidélité? Ou oui. Ah ouais? Oui. Oh mon Dieu! En fait, la fidélité va... Oui, bien sûr, mais la fidélité va s'inscrire dans le cadre relationnel qu'on va choisir. Oui. Alors, peu importe tout ce qui est non-monogamie éthique, si on décide qu'on est couple ouvert, voici les règles de base. Je sais pas, par exemple, on ramène personne à la maison. Alors, si l'acte se passe à la maison, c'est considéré comme une infidélité. Personne de notre entourage, personne du travail. Il y a quand même beaucoup de communication dans d'autres types de modèles relationnels qui est nécessaire aussi, là, si tout le monde veut bien se sentir là-dedans. Alors, oui, il peut y avoir de l'infidélité. De l'infidélité. Oui. Et puis, ça vient aussi avec le mot loyauté. À ce moment-là, on n'est pas loyal à l'autre, selon les règles établies? Possiblement. Ce mot-là, je l'entends vraiment moins souvent. La loyauté, oui, hein? Okay. Vraiment moins souvent. On va parler d'infidélité, de bris de confiance. Oui, d'accord. Beaucoup. OK. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec Audrey Morabito, sexologue, et Brigitte Vaillancourt, autrice et professeure de yoga. Donc, on a parlé un peu du couple ouvert. Alors, est-ce qu'on entend beaucoup de nos jours parler de polyamour? Est-ce qu'il y a un rapprochement à faire avec ça? Oui. On peut, un rapprochement. En fait, il y a un terme un peu plus peut-être parapluie ces temps-ci. On va parler de non-monogamie éthique. OK. Le mot éthique est rajouté parce que ce n'est pas de l'infidélité. Tout le monde est consentant et au courant là, des règlements ou peu importe, là, une entente de base. Alors, à l'intérieur de ça, on peut avoir le polyamour, on peut avoir les couples ouverts, on peut avoir des gens... qui explorent, qui ramènent d'autres gens à l'intérieur du couple. Il y a vraiment plusieurs formats différents relationnels, cadres relationnels. Puis, est-ce qu'il y a des couples comme qui ont choisi ce modèle, puis après qui reviennent avec un modèle de monogamie, ou bien dès qu'on a ouvert, on reste avec des relations beaucoup plus ouvertes? C'est variable. C'est vraiment variable. J'ai encore une fois, pas nécessairement de réponse claire par rapport à ça. Je crois que ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'on essaie d'aller chercher. Peu importe le modèle relationnel qu'on choisit, ça inclut la monogamie. Hein. Oui. On croit que c'est vrai, par défaut, hein, la monogamie. En effet. Il faut la choisir. Exactement, parce qu'on parle de monogamie éthique. Monogamie éthique. Voilà. Donc, ce qui veut dire que malgré le choix d'ouverture, d'exploration autre, il y a quand même l'éthique là-dessus, c'est ça? Oui, OK. Exactement. OK. Donc, dans ce choix d'ouverture, d'exploration, etc., il y a des avantages et il y a des désavantages. Donc, quels seraient les avantages et désavantages de par votre expérience? Ben, c'est ça, j'ai pas vraiment de liste, là, mais en même temps... Tu sais, ce que j'ai peut-être beaucoup de questions, puis aussi, surtout, une grande envie, finalement, d'ouverture, point, dans ma vie, puis peut-être, je dirais, de liberté, de ne pas être cantonnée à une seule chose, puis de me laisser porter. Tu sais, des fois, c'est des rencontres, tu sais, peut-être on s'inscrit dans un modèle, mais après, une rencontre va nous amener ailleurs, puis à re-questionner ce qui était là au départ, puis... C'est aussi depuis... moi, je l'ai fait longtemps pour plein de bonnes raisons et belles raisons, mais dans le fond, ma relation de couple était pas mal au centre de ma vie. Puis avec les enfants, avec la maison, puis il y avait d'autres choses, mais c'était quand même ce qui était le noyau. Puis en sortant de ça, ben j'ai vraiment maintenant, aujourd'hui, ma conception de l'amour, c'est plus la même chose. Oui, je vais être amoureuse, mais je vais pas me fermer à d'autres rencontres, qu'elles soient amicales, même,
je regarde, tu sais, laisser entrer des nouveaux hommes, mais, tu sais, des nouveaux amis, là, gars. Tu sais, souvent, des fois, ça fait peur à l'autre, mais moi, je trouve que c'est nécessaire, tu sais, ça permet toutes sortes de belles rencontres, là, dans une vie, puis c'est ça. Fait que je sais pas les avantages, les désavantages, mais je sais que pour moi, en ce moment, ce besoin d'ouverture puis de liberté est vraiment fort, tu sais, puis ça se traduit dans toutes les sphères de ma vie, tu sais, la sphère amoureuse, mais, tu sais, l'amitié, puis même peut-être le travail, je sais pas, tu sais, besoin de liberté, là. Ouais. Ce que tu me dis fait penser à... En fait, l'idée de l'intimité relationnelle tout court, où on va associer le mot intimité vraiment à l'intérieur d'un couple, peu importe le nombre de partenaires, là, mais à l'intérieur du couple. Puis, lorsqu'on regarde parfois avec certaines amitiés même, l'intimité peut être très, très développée. Ça peut être des fois plus intime qu'une nouvelle relation ou qu'une relation de longue date pour plein de raisons, les expériences qu'on a vécues ensemble. Alors, l'idée que tu avais amenée un peu plus tôt de est-ce que seulement une personne qui peut subvenir à tous mes besoins, ça fait beaucoup de responsabilités mises sur cette personne. C'est lourd. Oui. Et puis, je me posais la question aussi, est-ce que dans les pannes de désir, et puis là, c'est peut-être Audrey qui va nous répondre là-dessus, est-ce que c'est le même niveau chez l'homme que chez la femme? C'est-à-dire, est-ce que la panne intervient beaucoup plus vite chez l'homme ou la femme? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, Audrey? Dans ce qui ressort de les études, ça serait à peu près équivalent. Ah oui, quand même, OK. Oui, exactement. Ben en fait, oui, c'est ça. Ça serait à peu près équivalent où il y a une personne qui va avoir moins de désir que l'autre. C'est là que ça cause tension. On s'entend que si les deux, on a un désir qui se rapprochent, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de tension. C'est pas une mauvaise chose d'avoir peu de désir sexuel. C'est lorsqu'il y a un écart qui est considéré assez grand par les personnes impliquées que ça cause des tensions. Alors, à ce niveau-là, c'est tant les hommes que les femmes. Le pourcentage est très près là, du 50% quand même. OK. Puis, est-ce que, parce que dans un couple, ça n'arrive pas au même moment où on a les deux une panne de désir. Ça peut arriver d'un partenaire ou de l'autre. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Parce qu'il y en a un qui désire encore l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Madame la sexologue. Ça dépend de la réaction des partenaires. Comme Brigitte disait, au niveau de la fluidité, c'est vraiment le mot... qui colle le plus à la réalité du désir. C'est vraiment fluide dans une vie. Dans une journée même, on a un événement stressant. Les chances que le désir soit très haut, c'est très bas, en fait. Peu de chance. On vient de se chicaner, on a eu un conflit, peu importe. Les chances qu'on ait du désir aussi plutôt bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas notre désir, notre fluctuation de désir en même temps? C'est là aussi est-ce qu'on a des bases solides au niveau relationnel pour aborder le sujet, pour trouver d'autres façons de nourrir l'intimité relationnelle, l'intimité émotionnelle qui peut être aussi satisfaisant à ce niveau-là. Pendant le temps, le moment où il y a une panne de désir chez l'un ou chez l'autre. On essaye de trouver d'autres moyens. On essaie de garder la connexion. De garder la connexion. On essaie de garder la connexion, c'est ça qui est difficile. OK. Parfois, on peut percevoir la sexualité comme étant un besoin. Oui. C'est possible que ce soit un besoin propre, mais c'est aussi possible que ce soit une façon de venir combler d'autres besoins. Alors, c'est quoi le rôle de la sexualité dans ma vie? Si j'ai besoin d'un rapprochement intime, un rapprochement émotionnel, mais on peut faire ça avec la famille, avec un coup de téléphone, on peut aller souper, il y a plein de choses qu'on peut faire, pas nécessairement dans le cadre relationnel amoureux. Ah, c'est intéressant. Oui, je trouve ça chouette, puis je trouve que, tu sais, aussi, je reviens à, tu sais, l'idée de la sexualité comme étant comme une grosse boîte, tu sais, puis quand on l'ouvre, puis on s'intéresse aussi à ça, tu sais, au-delà de la panne du désir, juste à sa propre sexualité, tu sais, puis il y a beaucoup à faire, là. Il y a beaucoup à explorer, puis il y a beaucoup de...
de lecture, de recherche, qui peuvent alimenter là, ce qu'on traverse dans une vie, là, de ne pas être juste pris avec cette idée d'une sexualité qui change ou qui est moins satisfaisante, puis peut-être d'aller creuser aussi, tu sais, comment ça s'est développé, moi, ma propre sexualité, puis ma sexualité avec l'autre, c'est quoi qui est au cœur de ça? Puis finalement, c'est des questions d'identité, tu sais. On revient à soi, là, tu sais. Puis on peut, je pense, s'affranchir, ou mais pas nécessairement, c'est un grand mot, là. Puis c'est pas l'idée de la liberté sexuelle absolue, là. C'est juste de creuser, de s'intéresser à ça, là, tu sais, au-delà peut-être des symptômes, ou, tu sais, qui est plus oui, puis en plus, c'est vrai, parce que il y avait une émission que j'écoutais et il y avait des gens qui étaient là, des couples, mais qui n'avaient pas besoin de la sexualité comme tel acte physique. Et puis, ils étaient très, très bien. Hein, donc, et le couple, ce que j'avais compris dans cette émission-là, les couples étaient quand même heureux et il n'y avait pas... Donc, c'est ce qui confirme ce que vous disiez, Audrey, de trouver d'autres manières de combler ce manque-là. Oui. J'ai vu une statistique quand même intéressante, selon moi, où plusieurs recherches sont allées voir, c'est quoi l'importance de la sexualité, puis ont mis des pourcentages selon une grille de réponses. Puis, dans les couples qui se disaient satisfaits relationnellement et heureux, la sexualité équivalait à peu près 15-20% de la raison pourquoi ils étaient heureux. Dans les couples qui disaient insatisfaits ou malheureux, là, je ne sais pas c'est quoi leurs critères là, pour la satisfaction, disaient que la sexualité était pour plus de 50% de la raison qu'ils étaient malheureux. Alors, lorsqu'il y a des difficultés, encore une fois, je crois que étant donné que c'est tellement concret, ça vient exacerber, puis on le voit encore, là, on peut compter les relations sexuelles, alors on se concentre là-dessus, mais avoir un désir, avoir une sexualité, c'est pas essentiel, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On n'en veut pas, si on n'en a pas besoin, c'est correct aussi, là, ça fait partie. Tantôt, tu parlais de connexion, tu sais, je pense que, tu sais, au-delà du sexe en soi, là, c'est quoi la connexion à l'autre, puis la manière aussi dont on parle, tu sais, de ce qu'on vit, tu sais, y compris peut-être une panne de désir ou je sais pas quoi, mais tu sais, comment on en parle, puis ça, je pense qu'il faut... C'est difficile, des fois, s'il n'y a pas eu de base établie au début, tu sais, mais je trouve que souvent, la façon dont on parle de la sexualité, ben c'est pas top, tu sais. Non, c'est ça. Puis souvent, on n'en parle même pas. Est-ce qu'il y a une bonne façon de dire à l'autre qu'il y a une panne de désir? Il n'y a pas de bonne façon. Ben, de toute façon... on va s'en rendre compte. On va s'en rendre compte. Donc, mais je pense que l'aspect des communication avec le couple. Puis du jugement aussi, tu sais, on se juge beaucoup, puis on juge les autres, on peut juger la personne avec qui il y a beaucoup de jugements, là, puis ça pèse, ça enlève aussi tu sais, ce confort là, dans le dialogue, tu sais, la confiance. Puis la peur de blesser l'autre aussi. De dire que ben, si on dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la personne va le bien prendre? Mais il y a toute une histoire, puis Brigitte, vous l'avez mentionné souvent, mais éducationnelle aussi, de l'éducation qu'on a reçue depuis très jeune, et puis la culture aussi. Ça diffère. La sexualité est un tabou dans beaucoup de cultures. Donc, comment maintenant, quand on est en couple, pouvoir parler du manque de désir, puis pouvoir aussi parler de même de comment on fait l'amour. Tu sais, souvent, on s'embarque là-dedans et puis on laisse un peu les choses aller, mais ça commence déjà le premier dialogue, hein, Audrey? Oui. La communication, c'est très important. C'est ça. Même de nommer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Oui. C'est plus facile de nommer ce qu'on aime que ce qu'on n'aime pas dans un contexte de la sexualité. Dans le reste de la vie, peut-être pas, mais au niveau de la sexualité, surtout avec des partenaires un peu plus proches de nous, c'est quand même difficile de nommer une insatisfaction. Exactement, Puis tous les non-dits aussi peuvent
donner plusieurs questionnements Oui. à soi, à l'autre. Est-ce que je fais bien ça? Mm-hmm. Est-ce que je remplis bien mon rôle aussi quand on parlait d'éducation? Puis tout ça, là. Alors, si on est sans réponse, on est mieux d'en parler. D'en parler. Puis aussi, tout un besoin, au début, tout un besoin de performance aussi, là, de prouver à l'autre, etc. Donc, ça aussi, à un moment donné, ça, ça peut donner des signaux autres parce qu'il y a pas, on répond pas forcément aux besoins de l'autre parce qu'on est dans une performance. Oui. Ouais. Mais ça nous ramène beaucoup à soi, tu sais, dans le fond. Tu sais, moi, je trouve qu'avec le temps qui passe, puis pour ça, c'est vraiment le fun de voir le temps passer, tu sais, d'être un peu plus vieux. Il y a comme beaucoup plus d'aisance, puis en tout cas, pour moi, de franchise, puis d'envie de partager, tu sais, de parler, puis ça devient même une prémisse, peut-être, tu sais, avant la sexualité. Il y a la parole, il y a les confidences, il y a l'intimité. Puis quand la sexualité, elle s'inscrit autour d'une intimité, d'une connexion, je trouve que c'est fantastique, tu sais. Il n'y a pas que ça, mais ça peut vraiment être beau. Oui. De retour avec Audrey Morabito, sexologue, et Brigitte Vaillancourt, autrice et professeure de yoga. Alors, Brigitte, dans votre livre « Droit vers le soleil », à la page 45, alors June, un personnage du livre, dit « C'est tout de même de l'ordre émotionnel. Tu ne peux pas t'abandonner comme ça sans qu'une brèche s'ouvre dans l'âme. » Qu'est-ce qui se passe au moment où on peut basculer vers un état amoureux de l'autre? Parce que à la page 55, vous dites « Ma raison est suspendue à un fil. Parfois, j'ai peur de basculer, de perdre la tête. » C'est sûr que dans le contexte du livre, tu sais, dans le fond, la protagoniste est en couple depuis 20 ans, puis là, tu sais, bien convaincue de son affaire, là, de liberté sexuelle, puis finalement, bien sûr que non. Je veux dire, son amant, l'amant de son amant, elle perd la tête, là. Oui, c'est ça, Elle se peut plus, là, ça fait 20 ans qu'elle fait l'amour avec la même personne. Exactement. Mais non, mais là, il n'y a plus rien qui tient, là, tu sais. C'est ça. Complètement habité, obsédé, animé, je veux dire, tu sais, toutes ses pensées sont faites de ça, tu sais, donc... je dirais que dans le livre, ça se passe comme ça. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? T'sais, en tout cas, moi, personnellement, comme maintenant, ça serait plus la même histoire. Cela dit, je suis très consciente, du fait que moi, ce que j'aime ça, l'amour. J'aime ça, mais pas tomber amoureuse, pour nécessairement avoir des papillons, juste pour aller vers l'autre. J'aime beaucoup les rencontres qui ont du sens, qui ont de la profondeur, puis ça me fait me questionner beaucoup, tu sais, parce que au-delà, si on parle de... J'ai tellement pas toutes les réponses, j'en ai peu. Mais, tu sais, un couple ouvert, est-ce que c'est ses permissions d'avoir justement une liberté sexuelle, mais versus cette permission d'aimer, tu sais, d'aimer plus qu'une personne, puis... c'est ça, j'ai pas... je pense que ça, c'est vraiment... C'est au cœur, là, d'où j'en suis. Souvent, on me croit pas, tu sais, quand je parle de cette façon-là, les gens, ils vont pas me croire, là. Ça se peut pas, nanana, mais moi, j'ai cette intuition que c'est de cet ordre-là, tu sais, une capacité d'aimer plusieurs personnes, mais... Puis, ouais, peut-être même, tu sais, que tout ça existe en même temps, mais bon, c'est pas si facile pour l'autre, là. Parce que dans ça, puis Audrey, je voudrais vous entendre aussi là-dessus, c'est que dans ce choix-là, il y a le risque d'être épris de l'autre et à ce moment-là, ça fait quand même un bris dans le couple, selon votre expérience.
Pas nécessairement. Ah ouais, OK. En fait, on croit que la monogamie est sans risque, mais il y a toujours un risque de rupture. Mm-hmm. Alors, il ne faut pas oublier, quand on fait de nouvelles rencontres dans un cadre amoureux ou sexuel, c'est possible de vivre une période de lune de miel aussi, qui est envahissante parfois aussi, là, tout ce que ça peut nous faire vivre. De vivre cela pour quelqu'un n'enlève pas nécessairement tout ce qu'on vit pour une autre personne. Parce qu'on peut aussi avoir une panne de désir avec le nouveau... parce que la panne de désir, c'est quelque chose qui peut nous suivre. Donc, c'est pas parce qu'on a été vers l'autre et comme la période de lune de miel. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que il y a un temps qui est mis sur la période? Il y a un temps qui est mis. Alors, mais en fait, les études vont parler d'un 6 mois à 2 ans. OK. Mon échantillon est un peu biaisé. Le 2 ans, je l'ai rarement vu pour Internet, mais c'est ça que les études vont parler d'un 6 mois à 2 ans. Où c'est vraiment isolé là, comme dynamique. Oui, c'est ça. Puis cette période-là, comment je veux dire, c'est parce que c'est la période où on ne voit même pas les défauts de l'autre, où on est fusionnel. Est nouveau, alors quand, un peu Esther Perel au niveau du désir, dans l'absence de l'autre, mais tout est nouveau, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait dans cette période-là. On n'ose pas trop non plus, hein? On est très, très, très vulnérable quand on s'ouvre à quelqu'un. C'est ça, de nouveau. Alors, il y a cette période-là, puis après, il va y avoir une période où, une fois la découverte un peu entamée, on va retrouver une routine ou une dynamique au sein là, de cette relation qui nous est propre à chacun, différent pour chaque personne, bien sûr. Oui. Puis, Brigitte, vous, avec cette expérience-là extérieure du couple, le couple, vous êtes quand même séparés. Au début, ça avait été fait en sorte pour que le couple perdure, la décision. Oui. OK. Oui. Donc, pour vous, est-ce que c'est un échec? Je sais qu'au début, vous l'avez dit, vous avez mentionné que c'était pas un échec, mais qu'est-ce que vous diriez? Tout le contraire, c'était comme même une permission de me trouver, je le dirais plus comme ça, dans le sens que je pense que c'était louable d'essayer ça, parce que c'est ça, on voulait essayer, on voulait... on voulait pas se séparer comme tout le monde à 40 ans, puis le sexe, on voulait essayer ça. Puis finalement, le modèle, il a pas tenu, puis ça a amené vers une séparation, mais moi, je trouve que ça m'a rapprochée de la personne que je voulais être, puis de la manière dont je voulais vivre. Puis ça n'a pas... fait que je trouve que c'est pas un échec du tout, au contraire. C'était super intense, douloureux et tout. Il y a des deuils à vivre comme toute séparation, mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma famille ou perdu mon couple, mais tu sais, je veux dire, la personne, cette personne-là, le père de mes enfants, il est très présent dans ma vie. Pour moi, c'est hyper important, tu sais, donc je sais pas, les choses changent, puis c'est aussi une permission de changer avec l'autre. Sans pour autant, c'est ça, de se mettre à vivre des vies séparées complètement. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que si vous étiez en couple de nouveau, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez encore expérimenté? Le couple ouvert? Ouvert. Oui, ça fait partie de toutes mes conversations, mais tu sais, j'ai franchement, je peux pas dire que je suis une experte. Tu sais, c'est beaucoup de l'ordre de, des questionnements, puis de la communication. Je trouve que il y a rien qui est figé. Tu sais, non, tout à ça fait. bouge beaucoup, ça évolue. Ouais. Audrey, moi, j'ai lu qu'il y avait la différence entre l'exclusivité amoureuse et l'exclusivité sexuelle. 70% de gens disent encore que l'exclusivité sexuelle amoureuse est importante et l'exclusivité sexuelle, mais il y a quand même 30% qui ne pensent pas que l'exclusivité sexuelle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, on peut le dire comme ça, il y a un changement de paradigme au niveau de comment on voit le couple, la sexualité? Je crois qu'il commence à avoir un changement. On commence à entendre
autre chose que le cadre relationnel de la monogamie. On a encore très peu de modèles, hein, souvent quand les gens regardent dans leur entourage. Oui. S'ils ont une personne, c'est déjà beaucoup là, qu'il y a un modèle autre que la monogamie. Ce que j'entends souvent en clinique, c'est plutôt au niveau de l'exclusivité sexuelle où c'est sous-entendu dans la monogamie qu'il y a une exclusivité émotionnelle et sexuelle. Oui. Par contre, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. S'il y a une erreur de parcours, entre guillemets, peut-être que je pourrais pardonner, par exemple. Alors, ça semble être un peu plus pardonnable que mais tu sais, là encore, l'amour. On va s'inscrire dans la fameuse, tu sais, l'infidélité. Oui. Alors que, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à gagner aussi de ne pas voir ça comme une défaite ou, tu sais, même d'en parler puis que ça apporte quelque chose au couple. Tu sais, que ça apporte une connaissance de l'autre ou c'est pas nécessairement un rejet, là, ou une menace, mais on est tellement conditionné par cette affaire-là de c'est ça, d'infidélité, mais tu sais, pourquoi? Puis finalement, est-ce que, ça peut peut-être, au contraire, même rendre plus amoureux ou plus solidaire d'une personne. Tu sais, c'est pas nécessairement une soustraction, là. Non, tout à fait. C'est comme si, lorsqu'on met des mots, puis là-dessus, c'est quelque chose. Tu sais, on dit, OK, on est un couple ouvert, mais les infidélités, il y en a, c'est pas demain la veille que ça va se terminer à ce niveau-là. Ouais. Puis, est-ce que pour vous, rapidement, une dernière question, est-ce que tout ça toucherait l'engagement envers l'autre? Le fait... Non, hein? Non. Là encore, c'est une grande généralité. Là, c'est vraiment du cas par cas pour tout le monde, mais il n'y a pas nécessairement de différence au niveau de l'engagement, peu importe la forme, le cadre relationnel qu'on va choisir d'explorer. Oui, c'est ça. Puis Audrey, j'ai déjà votre réponse, mais parce que ça a bien été, à ce niveau, vous êtes encore engagée. Donc, oui, c'est ça. Je pense que je suis une personne très engagée là, dans mes relations amoureuses, mais aussi d'amitié. C'est vraiment important pour moi d'être présente puis à l'écoute. Donc, pour moi, c'est pas du tout de l'ordre d'une défaite ou d'un non-engagement. OK, d'accord. Mais ça se fait pas seul. Seul, exactement. Alors, une petite dernière question pour Audrey, notre sexologue. À quel moment qu'on doit venir voir une sexologue? Dès que vous vous posez la question, c'est déjà le temps. Super! D'accord. Donc, merci Audrey Morabito, sexologue, et Brigitte Vaillancourt, autrice et professeure de yoga. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, mais ça a été vraiment instructif et puis je pense que beaucoup d'auditrices et auditeurs vont aimer cette émission-là. Alors, merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Terdor qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.